L'extrait lu se situe à la fin du chapitre 4 d'Orlando, publié en 1928. Dans ce roman que Virginia Woolf sous-titre une biographie, le héros-héroïne, inspiré de Vitas Aglee-West, vit entre le XVIe et le XXe siècle, d'abord comme un jeune homme, avant de se retrouver métamorphosé en jeune femme, tout en conservant, pendant 400 ans, l'âge de 30 ans. L'ambiguïté sexuelle, dont il est question dans cet extrait qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, semble être un prétexte pour jouer sur l'ambiguïté des genres littéraires, de la temporalité du récit, de la vraisemblance, conférant ainsi à Orlando une grande richesse par l'abondance des thèmes traités et une ode formidable au pouvoir de la littérature, source de jeu et de plaisir. Mais à mesure que nous avançons, il n'est plus en notre pouvoir de rendre compte de la vie d'Orlando à cette époque avec exactitude et précision. Nous avons beau scruter et explorer les arrière-cours mal éclairés, mal pavés et mal aérés qu'on trouvait en ce temps-là à proximité de Gerrard Street et de Drury Lane, à peine croyons-nous l'apercevoir que nous la perdons de vue incontinent. La tâche est rendue plus difficile encore par le fait qu'elle trouvait commode de s'habiller soit en homme, soit en femme à son gré. C'est pourquoi elle est souvent mentionnée dans les annales du temps comme Lord Untel, qui était en réalité son cousin. C'est à lui qu'on attribue la générosité d'Orlando, et c'est lui qui est censé avoir écrit les poèmes dont elle est l'auteur. Elle n'avait, semble-t-il, aucun mal à assumer les deux rôles, et elle changeait de sexe très souvent, même si c'est une chose difficile à concevoir pour tous ceux qui n'ont jamais porté qu'un genre d'habit. Et il ne fait aucun doute qu'elle faisait double moisson grâce à ce stratagème. Les plaisirs de la vie se trouvaient accrus et les expériences multipliées. Contre la rigueur des pantalons, elle échangeait la séduction des jupons et elle pouvait ainsi être aimée par les deux sexes également. On peut donc esquisser un portrait qui la montre le matin vêtue d'une robe chinoise d'un genre ambigu parmi ses livres, puis, toujours habillée de la même façon, occupée à recevoir un client ou deux, car elle avait des dizaines de protégés. Ensuite, elle va faire un tour dans le jardin pour émonder les noyers et pour se faire une culotte courte et bien pratique. Puis elle enfile une robe de taffetas à fleurs, la tenue la plus adéquate pour se faire conduire à Richmond et être demandée en mariage par quelques grands gentilshommes. De retour en ville, c'est le moment de revêtir une toge couleur tabac, semblable à celle des hommes de loi, pour aller par les cours de justice, voir ce qu'il advient de ses affaires. Sa fortune fondait un peu plus chaque jour et les procès ne semblaient pas plus proches du dénouement qu'1 siècle auparavant. Finalement, à la nuit, elle devient le plus souvent gentilhomme de pied en cap et s'en va parcourir les rues en quête d'aventure. Quand elle rentrait de ses escapades, à propos desquelles fourmillent les anecdotes, elle se serait battue en duel, aurait servi à bord d'un navire de la flotte royale comme capitaine, on l'aurait vue danser nue sur un balcon, elle se serait enfuie avec une certaine dame aux Pays-Bas où les aurait poursuivis le mari de la dame en question. Authentique ou pas, mais ce n'est pas notre affaire. Quand elle rentrait, après avoir vaqué à ses occupations quelles qu'elles fussent, elle se faisait parfois une obligation de passer sous les fenêtres d'un certain café où elle pouvait voir sans être vue les hommes d'esprit. D'après leurs gestes, elle imaginait les remarques pleines de sagesse, d'esprit ou de mépris qu'ils énonçaient, sans en entendre un seul mot, ce qui valait peut-être mieux, et il lui arriva une fois de passer une demi-heure à contempler sur le store 3 ombres qui prenaient le thé ensemble dans une maison de Bolt Court.